Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de, changement d'affiche, avec ce classique de la science-fiction, dont d'ailleurs je ne me souviens plus le titre en français, je vous le mettrai ici. L'un d'entre vous m'a proposé de faire une vidéo sur le fonds Marianne. Alors le fonds Marianne, je le rappelle, c'est un fonds qui avait été créé suite à l'assassinat par décapitation de Samuel Paty. Je dis bien par décapitation, pour bien rappeler le sens barbare de l'acte lui-même commis au nom d'une religion. Ce fonds était censé, comme l'intitulé nous l'indique, censé aider les associations et les groupes pour lutter contre les séparatismes. Alors, séparatisme, déjà, c'est le terme fourre-tout pour éviter d'appeler un chat ou un chien. Séparatisme, c'est évidemment parler du problème de l'islam radical, de l'islam terroriste, mais dans lequel on pourrait aussi foutre le terrorisme d'extrême droite. Même si, à l'origine, le fonds Marianne a été créé bien pour lutter, ou aider à lutter contre le radicalisme religieux, plus particulièrement islamique. Sauf que le problème, c'est que ce fonds Marianne, on s'est rendu compte, il a été plus ou moins révélé, qu'il avait servi à alimenter et à financer des associations dont les activités étaient beaucoup plus pour lutter contre le racisme, contre l'extrême droite, que lutter contre ce pourquoi il avait été créé. Donc déjà on dénature plus ou moins le sens de ce fonds, dont certaines sociétés ou certains groupes se sont avérés être finalement peut-être des couvertures ou des façades. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur la question, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, donc je vais vous mettre le lien en description, qui est Greg Tabibian, de Je suis pas content, qui avait fait une vidéo sur le top 10 de toutes les associations qui avaient bénéficié de ces fonds. Et il fait un petit peu l'état de ces associations, de leur visibilité, de leur crédibilité, etc. Et c'est là que, évidemment, ça pose problème. Marlène Schiappa ciblait, évidemment, certains diront qu'elle est peut-être à l'origine de certains copinages. Alors pour l'instant, on n'en sait rien. Une enquête, je crois, doit établir les liens de cause à effet et de la responsabilité de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa s'est exprimée sur la question en disant que elle n'était pas directement responsable du choix des associations. Donc voilà, on a l'impression que là on va plutôt vers quelque chose qui va chercher à trouver des fusibles sur la question. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que le problème du fonds Marianne? Le problème du fonds Marianne, c'est le problème de toute cette bureaucratie, de cette technocratie d'État qui concerne tous les organismes qui permettent d'attribuer des subventions. C'est-à-dire, finalement, que si des subventions sont attribuées à des gens qui le méritent, ou des associations, ou des sociétés qui le méritent, on a laissé s'installer aussi une sorte d'organismes, de structures, de mécanismes très peu transparents pour permettre à des sociétés, à des groupes, à des personnes de toucher des subventions. Ça concerne beaucoup de domaines. Ça concerne le domaine des médias, par exemple. Vous avez certainement entendu parler de ces médias qui sont subventionnés. Subventionnés, pourquoi subventionner des organismes d'État, des organismes de presse, pardon? Tout simplement parce que sans ces aides, la presse libre n'existerait pas. L'art contemporain, par exemple, l'art contemporain est très subventionné pour permettre justement, alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'art contemporain, je vous mettrai également la vidéo de Franck Lepage qui vous fait un petit état de ce qu'est en réalité l'art contemporain. Alors attention, je ne suis pas péjoratif sur l'art contemporain, mais malheureusement, il faut bien prendre en considération que l'art contemporain est aussi quelque chose qui est lié à une idéologie politique qui consiste à créer un marché pour le pognon. Vous mettez en avant, vous sublimez, vous adoubez les artistes qui vous pondent des trucs qui artistiquement ne valent rien, mais comme on va créer un nom, leurs œuvres
prennent de la valeur et permettent à des gens de passer en dessous le radar du fisc. Je rappelle quand même que nous avons quelqu'un qui est au Conseil constitutionnel qui, lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était sous Sarkozy ou Hollande, là, quand il y a eu une proposition de vouloir fiscaliser les œuvres, c'est-à-dire que les gens qui achètent des œuvres très chères, il y en a un qui s'est mis contre, c'est Laurent Fabius, parce que sa famille a fait sa fortune un petit peu sur ces œuvres. Et donc, c'est en effet toute cette tuyauterie, toute cette usine à gaz du système de subvention qu'on a en France. Le plus particulièrement ciblé, les fameuses associations loi 1901, que personnellement, lorsque je parle dans mes vidéos de changer la République, c'est un des éléments que je supprimerai et que je remplacerai par quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus crédible, d'un peu plus rigoureux. Parce que quand on voit aujourd'hui, et je pense que vous en avez tous été témoins, l'argent public que l'on arrose sur des gens qui créent des associations pour tout et n'importe quoi, mais qui en réalité se servent de ces associations pour s'enrichir personnellement, tant qu'ils ne sont pas contrôlés, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est bien la démonstration que l'argent public, malheureusement, est un petit peu dilapidé parfois pour tout et n'importe quoi. Et c'est justement ce que ce fonds Marianne a été ciblé, c'est-à-dire, est-ce que l'argent qui a été donné à ces associations, est-ce que ces associations, sont bien dans l'activité, ce pourquoi le fonds Marianne a été créé, et c'est là que ça pose problème. Et le deuxième problème, c'est que vous avez, parmi ces associations, alors il y en a deux en particulier qui ont bénéficié de grosses sommes, qui en réalité ont des activités qui ne justifient, enfin, on a du mal à comprendre où est parti l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous insiste à aller voir la vidéo de Greg Tabibian, parce qu'il vous fait un petit peu décortiquage de tout ça. Mais voilà, comme je vous le dis, plus globalement, le fonds Marianne est une des parties émergées de l'iceberg du problème du système de subvention qu'on a en France, c'est-à-dire quelque chose de très opaque, dans lequel alors des subventions sont données à des gens qui le méritent, à des associations qui le méritent, de par leur action qu'elles ont sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, politique. Et c'est justement un des arguments qui là pose énormément de problèmes, c'est que une des associations ou plusieurs associations qui ont bénéficié de ce fonds Marianne ont eu des activités politiques, c'est-à-dire des activités idéologiques pour servir l'intérêt de la Macronie. Et c'est là que ça pose problème. Donc à l'heure actuelle, Marlène Schiappa, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit, puisqu'elle se défend de ne pas avoir été de ceux qui ont décidé des choix où l'argent est allé. Ça, une enquête et la justice en décidera, essaiera de faire la lumière là-dessus. Mais le fait est, c'est que malheureusement pour Marlène Schiappa, ça en rajoute un petit peu après son affaire de Playboy. Et d'ailleurs, récemment, nous avons vu Zelensky qui a fait son petit tour de pop-pat encore une fois de plus pour demander des pognons. Elle s'était présentée apparemment à Versailles, je crois. Sauf qu'à Versailles, quand elle est arrivée, on lui dit « Mais non, vous n'êtes pas invité. » Non, mais je fais partie de vous. Non, non, vous faites... en gros, sous-entendu, le président ne te veut pas ici. Je crois que l'aura de Marlène Schiappa est en train de complètement s'étioler. Enfin, pour beaucoup de gens, c'était étiolé depuis très longtemps, mais malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous vivons le déclin de notre société, nous vivons la déliquescence même de l'État, du système étatique et de la souveraineté évidemment du pays, mais je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà fait plusieurs fois l'État. Donc voilà ce que je peux dire sur le fonds Marianne. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une partie émergée, ce n'est qu'un élément, un rouage supplémentaire sur la problématique du système même de subvention qu'on a en France.
Et évidemment, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui, évidemment, certaines personnes qui sont parfois concernées, qui ont un intérêt à garder ce genre de système, on fait un sujet relativement tabou. Donc on verra bien ce qui se passe avec cette affaire Marianne. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir rapidement sur certaines informations en relation avec ce dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Nous avons l'avocat Purman, je crois, aux États-Unis, qui, dans une interview, a révélé que finalement l'enquête du FBI qui avait été diligentée pour essayer de trouver des liens de cause à effet, d'influence de la Russie sur Donald Trump, ou tout le moins des liens entre Donald Trump et la Russie, eh bien, il a tout simplement dit qu'il aurait fallu que cette enquête n'ait pas lieu. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'avais expliqué à l'époque, le problème, c'est que si vous lancez ce genre d'enquête pour établir l'influence ou l'interventionnisme russe, le problème, c'est que ça risque aussi de lever le voile sur le fait que ce que l'on accuse la Russie de faire, en réalité, elle fait exactement la même chose que ce que nous faisons. Et que le simple argument de dire que oui, mais nous on le fait parce que nous on est les gentils, non. Vous ne pouvez pas accuser les autres de faits dont vous êtes vous-même des acteurs, des investigateurs, des investisseurs, pardon. Si vous voulez, c'est un peu l'expression qui est, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand on veut être vertueux, quand on veut faire des leçons de morale, il faut être intègre par rapport à certaines valeurs, à certains principes. Or, si vous accusez l'autre de faire ce qu'il fait, que finalement vous-même le faites avec les autres, évidemment, c'est pas crédible. Donc, cet avocat est en train aujourd'hui de mettre en évidence ce fait que finalement, on a dépensé des millions de dollars dans le FBI pour rien, puisque les liens qui ont pu être trouvés entre Trump et la Russie, c'est des liens d'affaires. Or, si le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là je parle à l'échelle internationale, puisque même en Europe, vous avez encore des gens qui travaillent avec des sociétés russes, avec des partenaires, avec des investisseurs russes. Bien au-delà, évidemment, de cet apparat de russophobie qui est aujourd'hui dans la bouche et dans les textes, dans les réseaux sociaux, que l'on peut voir de la part de certaines personnes. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, la visite de Zelensky, qui a fait encore une fois de plus son petit tour des popotes, qui tombe mal parce que vous avez pu voir que la Russie a fait sauter un dépôt d'armement, et non des moindres, puisqu'il y a à peu près, je crois, alors on estime, je ne sais plus combien, 200 millions de matériel qui est parti en fumée, essentiellement du matériel pour de l'équipement militaire occidental. Alors ça devient compliqué, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit concernant l'Ukraine. Je vous ai dit, de toute façon, il va y avoir à un moment donné, il n'y aura plus suffisamment d'Ukrainiens pour envoyer au front. On a une contre-offensive tant annoncée, alors je sais pas. Quand tu prépares une opération militaire importante, vous imaginez les Alliés, en 1944, annoncer au mois de mars que oui, ça y est, c'est bon, on va faire un débarquement au mois de juin. Ça n'a pas de sens. Donc c'est de la com. C'est de la com. Et n'en déplaise malheureusement à certains médias américains qui ont quand même, je pense au Washington Post, je crois, qui ont quand même posé la question, se dire, mais est-ce que finalement, est-ce que l'Ukraine a vraiment les moyens de faire cette fameuse contre-offensive? Je vous le dis, mon opinion personnelle, c'est que cette guerre, de toute façon, elle va s'enliser. C'est un coup, je conquiers un terrain, d'un coup, je le reprends, etc. Donc, quand vous avez un conflit qui s'enlise comme ça, c'est jamais bon. Surtout lorsqu'un des pays principaux, belligérants, on va dire, continue à alimenter, mais il y a un moment donné, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, tous les partenaires qui sont derrière, qui attendent à la porte de pouvoir débouler en Ukraine pour pouvoir s'accaparer des marchés, etc. Il y a un moment donné, eux, ils vont pas dire, nous, on va pas attendre 10 ans. Donc à un moment donné, il va
falloir réunir tout le monde autour de la table, trouver une solution. Mais pas laisser ce conflit et puis continuer à voir les Occidentaux alimenter Zelensky à coups de millions, de centaines de millions de dollars et d'euros, filer des chars, etc. C'est pas gratuit, hein, sauf que les conditions de ces envois, de ces dons généreux, si le conflit perdure, à un moment donné, puis va se poser aussi le problème politique. C'est-à-dire que Zelensky, excusez-moi du peu, mais c'est une marionnette. C'est la marionnette occidentale. Donc le jour où l'Occident va se rendre compte qu'il y a un statu quo qui est en train de s'installer et qu'il y a de fortes chances que l'Ukraine ne récupère jamais ni le Donbass ni la Crimée, sans rentrer dans une escalade de conflit international avec la Russie, il y a un moment donné, tous les petits nerveux là, qui s'affichent avec leurs petits drapeaux ukrainiens, qui veulent la mort de Poutine, qui veulent le démantèlement de la Russie, etc., ils vont aller se rhabiller. Donc, encore une fois de plus, nous sommes au mois de mai. Ça fait depuis février qu'on nous dit oui, l'Ukraine va faire la contre-offensive au printemps, etc. Mais on l'attend toujours. Alors oui, il y a des opérations qui réussissent de la part de l'armée ukrainienne, mais le problème, c'est que dans 3 semaines, ce qu'a gagné l'Ukraine, la Russie va le reprendre. Vous voyez, mais derrière, comme vous avez toute une sorte de narration médiatique qui consiste à sublimer, à sacraliser toute action ukrainienne, mais en revanche, de toujours trouver les défauts, les pertes, les défaites ukrainiennes, pour dire, ah, regardez, vous voyez, la Russie... attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis quand même réaliste que la Russie, sur certains points, elle a une certaine force, par contre sur d'autres, elle a toujours eu ce problème. Problème de discipline, problème structurel, problème organisationnel, problème logistique. C'est-à-dire que malheureusement, la Russie ne s'est jamais encore débarrassée de cet héritage, de certaines personnes qui réussissent à gravir les échelons, alors qu'en réalité, ils sont d'une incompétence grasse. Avec tout le système oligarchique, évidemment, qui est assez spécifique à cette région. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne glorifie pas la Russie. Poutine aujourd'hui est en face d'une réalité, est en face de certains écueils. Peut-être que certains, il arrivera à trouver les moyens pour résoudre ses problèmes. Peut-être que d'autres seront peut-être insurmontables et pourraient éventuellement changer sa ligne politique. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui est raconté dans les médias, c'est pas ce qui est expliqué au commun des mortels. On continue à cultiver la russophobie auprès de l'opinion. Ce qui est un peu dangereux quand même, parce que ceux qui, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ceux qui sont les plus militants à vouloir forger la russophobie dans l'opinion, c'est les premiers à vous dire qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame lorsque vous avez des jeunes femmes ou des personnes qui sont agressées dans la rue par des migrants, par des clandestins, par des gens issus de la communauté musulmane. Le pas d'amalgame, hein, attention. Mais, là encore, on est dans un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ces gens vous prennent pour des abrutis. C'est-à-dire que ce qu'ils réclament que vous ne pensiez pas chez les uns, ils vous incitent à le penser chez les autres. C'est d'une incohérence totale. Mais on en reparlera encore une fois de plus. Et pour terminer cette vidéo, je vous mettrai en lien 2 vidéos de Tatiana Ventose. Tatiana Ventose, vous la connaissez peut-être, c'est cette youtubeuse qui a fait une vidéo récemment pour expliquer son point de vue sur sur tout le mythe, la légende que l'on met sur le réchauffement climatique. Elle se doutait bien qu'elle allait avoir un retour de bâton, un retour de boomerang. Et elle a fait une deuxième vidéo pour expliquer que certains qui ont critiqué, qui l'ont presque insulté, en grande majorité font partie de ces gens qui aujourd'hui se sont positionnés en vertueux. Un peu comme nos zététiques, hein, tous les Julien Pain, Thomas Durand, Reichstad, qui aujourd'hui sont... plutôt mal en ce moment, hein. Ils sont très inconfortables. Hein. Donc je vous mettrai ces 2 vidéos, vous verrez un petit peu, c'est assez intéressant pour voir un petit peu la situation, et je dirais
le changement de paradigme qui est en train de se produire un petit peu sur YouTube vis-à-vis de ces personnes qu'on essaie d'estampiller des complotistes, qu'on essaie d'estampiller d'extrême droite, mais aujourd'hui le problème c'est que de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que c'est trop facile et que quand on veut démonter les arguments des uns, il faut expliquer, il faut être détaillant, faut détailler, pardon, il faut être argumenté, il faut être factuel. Or, malheureusement, on se trouve confronté à beaucoup de gens qui se positionnent dans leur statut, dans leur piédestal de vertu, pour juste montrer du doigt cette personne comme n'étant pas fréquentable, sans justifier ni expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez, le game de ceux qui se sont autoproclamés vertueux, eh bien, est en train de s'effondrer. Et je pense que ça va être très intéressant dans les mois à venir, parce que ça va partir en vrille. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et moi aussi, je vais me soigner un petit peu, j'ai une petite angine, c'est pour ça que ma voix est un petit peu grave.